Culture, société, éducation, échange, découverte. Parce que la liberté, c'est aussi choisir de dire ou de donner ce que l'on juge nécessaire. Il est important de savoir, de retenir qu'ici, sur ce plateau, tout se dit et tout se sait. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission favorite, Entre nous. C'est parti pour 52 minutes de bonheur. Il est courant d'entendre dire que la confiance n'exclut pas le contrôle. Dans le contexte de notre émission du jour, l'amour doit-il nous amener à enterrer le doute ou à avoir une confiance aveugle? Fouiller dans le téléphone de son mari ou de sa femme, c'est notre sujet du jour. Et pour en parler, je suis avec nos chroniqueuses Anna Ouattara et Justine Vincent. Bonjour les filles. Bonjour. Alors n'oublie pas notre invité du jour. Il s'appelle Serge Kossonou. Bienvenue Serge. Merci. Alors, chers téléspectateurs, fouiller dans le téléphone de sa femme ou de son mari, est-ce normal? La question revient immédiatement à notre invité. Pour vous, qu'est-ce qui envoie quelqu'un à fouiller dans le téléphone de son partenaire? Déjà d'entrée, je pense que c'est un excellent thème. Hein. C'est un excellent thème parce qu'aujourd'hui, on voit autour de nous plein de couples qui en arrivent à la rupture. Parce que c'est inéluctablement le point de chute, donc l'épilogue de toutes ces relations où on se surprend à fouiller le téléphone de l'autre. Je pense que ça ne se justifie pas. Personnellement, je n'y vois aucun élément qui puisse justifier aujourd'hui pour un homme, pour une femme, encore moins pour un homme, voilà, de s'adonner à de telles pratiques, n'est-ce pas, à se mettre à fliquer en fait son conjoint, à chercher la petite bête. Finalement, je me demande qu'est-ce qu'on cherche en fait quand on se met à fouiller le téléphone de son conjoint. Donc pour moi, c'est une pratique qui est inacceptable, inadaptée et qui témoigne en réalité d'un manque de confiance terrible. D'accord, ok. Merci monsieur. Alors mesdames, pour vous, qu'est-ce qui envoie quelqu'un à fouiller dans le téléphone de son partenaire? Je pense déjà c'est le doute. Parce que quand on se met à douter de quelqu'un, forcément, on a besoin de réponses. Et souvent, les gens se disent qu'en fouillant dans les téléphones, on peut trouver des réponses. Moi, je pense que c'est le doute, le comportement, la façon de faire avec son téléphone à la maison. Parce qu'après, on se met à douter, on se dit, le monsieur, qu'est-ce qu'il a tout le temps fouillé dans son téléphone? Il est tout le temps sur Messenger, ainsi de suite. Donc, je ne dirais pas que la femme n'a pas confiance, mais à un moment donné, tu te poses des questions quand même. C'est comme si une mère qui laisse son enfant dans la chambre, et puis à un moment donné, elle appelle l'enfant ne sort pas, il ne vient pas. Du moment où elle appelle aller voir ce qui se passe, je pense que c'est à peu près la même chose en fait. Le fait que le monsieur rentre à la maison, au lieu de passer du temps peut-être à parler avec ses enfants ou avec la femme, il est tout le temps sur son téléphone. Bon, ça c'est la nature humaine, on est curieux ou curieuse de savoir ce qui se passe, donc on va fouiller. Pareil pour vous, Justine Vincent? Oui, je vais la rejoindre dans la mesure où c'est le doute qui pousse un peu à fouiller. Okay. Mais il faut aussi reconnaître que le téléphone est devenu partie intégrante de la vie de nos jours, de tous les jours. Chacun, quelque part, a son téléphone en main. Et tout en chacun, on a cette envie-là de fliquer. Inconscient, sans le savoir, on a tous envie de savoir ce que l'autre pense, ce que l'autre fait. Même pas souvent en le manifestant, mais on a quand même envie de savoir quelle place on a dans le cœur de quelqu'un, surtout dans le couple. Et les téléphones, avec leur présence dans le quotidien, là, ça amène souvent à se poser la question finalement, c'est quoi qu'il fait tout le temps dans son téléphone? Voilà ce qui peut pousser quelqu'un, par exemple, à fouiller dans le téléphone de son conjoint, selon moi. Si vous permettez, oui, allez-y. Je pense qu'elles ont toutes les deux ressorti en fait les éléments, je pense, pour justifier cette pratique-là, mais d'un point de vue des femmes.
faut le dire clairement. C'est ce que les femmes disent aujourd'hui. Parce qu'elles nous accusent de tout. Aujourd'hui, on se dit que c'est les garçons qui trompent. Non, c'est pas les garçons seulement qui trompent, c'est les femmes. J'arrive. Et moi, je pense aussi que on en arrive là, souvent, pour trouver des raisons, pour légitimer en fait certains agissements qu'on a pu avoir. C'est parce que tu trompes quelque part que tu te mets à fouiller aussi le téléphone de ton mari. Pour avoir quelques preuves. Voilà, tu cherches à avoir des choses pour te justifier. Sinon, pourquoi tu vas aller chercher? Qu'est-ce que tu vas chercher dans le téléphone de l'homme? Mais déjà, dites-moi, est-ce qu'on peut considérer cela comme un manque de respect vis-à-vis de la personne? Pour moi, un peu oui, parce que le téléphone, il est privé. Donc, normalement, on n'a pas à fouiller dans les téléphones de son conjoint ou de sa conjointe. Donc, c'est quelque chose de privé. Mais comme je viens de le dire, c'est pas le fait qu'on fouille forcément, c'est pas forcément c'est de dire que son mari trompe ou la femme trompe. Moi, je trouve, personnellement, je sors prendre un verre avec quelqu'un, ou je suis avec mon mari à la maison, au lieu d'être avec moi, il est tout le temps sur son téléphone. Déjà, c'est un manque de respect à ma personne. D'accord? D'où, tu t'es dit, mais qu'est-ce qui se passe avec le téléphone? C'est pas parce qu'on fouille forcément qu'on pense que le monsieur il nous trompe. Je pense que enfin moi personnellement, si ça doit m'arriver à fouiller dans le téléphone de mon partenaire, ça sera dû à son comportement vis-à-vis de moi quand on est ensemble. C'est comme je le dis, je critique très souvent même les filles qui les font, que genre quand on sort, les mecs les invitent. Elle passe le temps sur le téléphone à se faire des snaps. À quel moment vous discutez, vous apprenez à vous connaître? Donc, si c'est ton conjoint, vous vivez ensemble, mais forcément, le monsieur ici, ou la dame n'a pas l'habitude de ces choses-là, et qu'à un moment donné, la personne passe plus de temps sur son téléphone, mais je suis désolée, je vais fouiller pion. Voilà, non, mais regardez, ce qu'elle décrit, si vous permettez, ce qu'elle décrit, c'est typiquement des réactions féminines. Bon, moi, je le dis, moi, je le dis et je l'assume, parce que quand je regarde mon entourage, j'ai certains amis, pourront se reconnaître. Je dis, on se rencontre et par occasion, on échange sur ce genre de sujet. Mais quand vous prenez 10 hommes, aujourd'hui, 10 jeunes de notre génération, vous n'allez avoir maximum qu'une ou deux personnes parmi ces 10-là, parmi ces 10 gars-là, qui vont fouiller le téléphone. Mais chez les femmes, c'est devenu systématique. Oh, pas c'est devenu, c'est clair, c'est vrai, c'est devenu systématique. Non, je suis pas du tout d'accord. Il y a toujours et en plus, vous voyez ce qu'elles disent là, ce qu'elle vient de dire, ce qu'elle vient d'affirmer en fait. Moi, je pense qu'il y a une autre façon en fait de régler le problème. Si vous estimez à un moment ou à un autre que votre chéri, votre conjoint, il est un peu distant, il répond pas quand vous l'appelez, etc. Il passe un peu plus de temps sur le téléphone. Je pense que c'est vous-même, les femmes. Excusez-moi, mais je ne suis pas anti-féminin, hein, excusez-moi, mais c'est vous-même, les femmes, qui prônez en fait ce discours ce discours communicationnel autour duquel vous dites, bon, quand ça ne va pas, il faut s'asseoir pour parler. Donc, moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais je suis désolée, monsieur Serre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, en partant de choses qui sont sues et des choses qui ne sont pas sues, il y a un grand fossé. Ce n'est pas parce que les femmes ont tendance à s'ouvrir. C'est-à-dire que c'est les femmes, pour la plupart du temps, qui disent qu'elles ont fouillé dans le téléphone de leurs hommes. Mais il y a une étude qui a montré en France récemment sur on n'est pas en France, nous. Oui, on n'est pas en France, mais ça fait partie du monde. Ça fait partie des statistiques où des hommes avouent en secret s'être levés dans la nuit, fouiller dans le téléphone de leurs femmes. Justement, vous, en tant qu'homme, que pensez-vous de ces hommes-là qui fouillent dans le téléphone de leurs femmes? Bon, moi je ne suis pas déjà... Moi je pense que déjà les statistiques, elles ne sont pas du tout adaptées, elles ne reflètent pas l'image fidèle de nos réalités ici, parce qu'en France, les gens, c'est toute une psychologie, c'est différent totalement de la façon dont on appréhende en fait les relations sociales ici. Donc ici, moi je ramène ça ici. Ici, ce qui pourrait faire qu'un homme, n'est-ce pas, aille s'adonner à de telles pratiques, vous pourrez le constater en vous-même demandant aux gens. Vous allez voir que c'est parce que la femme, elle a montré, ne serait-ce qu'une seule fois, elle a donné l'opportunité à l'homme de douter de lui. C'est la même raison qui amène les femmes à fouiller dans le téléphone de leurs hommes. Je suis désolée, vous venez de répondre à votre propre question. Non, pas du tout. C'est les mêmes raisons. À partir du moment où tu doutes qu'il y a un comportement qui t'amène de l'insécurité, que tu es dans ton couple où tu ne sais pas ce que fait l'autre tout le temps à être cloîtré dans son téléphone, forcément, il y a la curiosité. Non seulement il y a la curiosité, mais il y a la peur de perdre l'autre. Quand on aime Est-ce que ce n'est pas un manque de confiance?
c'est pas souvent un manque de confiance. Peut-être un En manque la de personne, confiance, voilà. mais Un manque de en confiance, voilà. En soi-même, En soi-même. non, je pense pas. Non, je pense pas que ce soit en soi-même. Peut-être en la personne, dû à ses C'est plus comportements. à la personne, en fait. Oui, parce que quand tu es plus porté sur ton téléphone, ça veut dire que dans le couple, tu as mis quelque chose entre vous deux. Vous ne passez plus le même temps, le même nombre de temps ensemble. Peut-être qu'il est plus sur son téléphone qu'avec toi. À ce moment, tu es amené à te poser des questions. Mais quand vous et parlez forcément, tu vas chercher à savoir c'est quoi qui captive la personne là-bas. Mais quand vous parlez, quand vous dites qu'il y a des éléments d'insécurité, des éléments... Quels sont ces éléments qui ont pu aussi bien vous désécuriser autant jusqu'à vous emmener à fuir dans le téléphone? Oui. Si tu es mon mari, je veux que vous me donniez un exemple. Oui, si tu es mon concret. mari et que la nuit, avant de partir au lit, par exemple, toi, au lieu de m'embrasser et me dire bonne nuit, tu préfères finir avec ton téléphone. Dès que tu déposes ton téléphone, tu t'endors, mais tu as des soucis avec moi. Tu as des soucis avec moi. Le téléphone me remplace dans le lit conjugal. Et là, je ne suis pas d'accord avec. Forcément, à un moment donné, je vais chercher à savoir c'est quoi. Et quand je pose des questions, que je n'ai pas les réponses à mes questions-là, j'irai chercher moi-même. Oui. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Et pour la plupart des femmes, c'est ça qui les amène. Parce que les hommes, même dans nos sociétés, quand tu parles de la réalité d'ici, ils ont tendance à ne pas écouter ce que les femmes disent. Dans un couple, tu vas voir que la femme, elle se plaint, mais on lui dit, que votre mari ne vous écoute pas. Non, je parle d'une généralité. Moi, mon mari, il m'écoute. J'ai dit si. C'était une condition. Il ne fait pas ça justement. Avec les hommes, avec grand H, je veux dire, oui. Oui, il ne fait pas ça justement. Voilà pourquoi on n'en est pas là. Sinon, j'aurais déjà fouillé. Mais je n'ai pas besoin de fouiller parce qu'il ne passe pas tout son temps sur le téléphone. Non, mais je peux vous garantir que si vous continuez à réfléchir comme ça, c'est vite arrivé. Hein, parce que c'est... Non, ça ne va pas arriver parce qu'il sait faire la part des choses. Il sait faire la part des choses. Vous allez fouiller dans le téléphone de votre mari et le temps qu'il passe avec les gens qui sont avec lui. plus de temps sur son téléphone. Oui, que je n'ai pas des explications concrètes. Mais madame, alors, et s'il arrive... C'est dangereux ce qu'elle dit. Non, moi je veux prendre un cas par exemple. Si vous permettez, oui. J'ai un cas pratique, oui. N'est-ce pas, à vous exposer. D'accord. Je connais un monsieur qui a vu son pote, donc son ami d'enfance, avec lequel il a partagé pas mal de péripéties, avec lequel il a grandi et tout, qui à un moment de sa vie a mené une certaine, a vécu une certaine hygiène comme vous savez, donc il a vécu parmi les filles, d'accord, donc il a vécu la vie des maquis et tout, donc il a connu beaucoup de filles, tout ça, et le monsieur il allait faire son test, d'accord, et il s'est avéré que il a été déclaré positif, d'accord, et il n'a même pas pu partager ce lourd secret là avec son épouse, ni avec ses frères. La personne qui l'a contacté systématiquement, c'était son ami. Il a appelé. Celui-ci étant occupé, n'a pas décroché. Il lui a fait un message, un long message. Il a expliqué que, voilà, on m'a dit que je suis séropositif. Vraiment, c'est compliqué. Je ne sais plus donner la tête, tout ça. Dans le même temps, sa femme, elle était à la maison. Et quand il envoie le message au monsieur, il lui prend le soin de lui dire, mon frère, tu sais que tu es mon frère. Tu es la seule personne en qui il a confiance. Même ma famille ne sait pas. Il ne faut pas dire ça à quelqu'un. Et la femme, justement, parce qu'elle accuse monsieur d'être dans, dans une forme voilà, qu'elle n'aime pas, hein? Elle accuse monsieur de ne pas être très ouvert, très transparent. Elle fouille son téléphone et elle tombe sur le message. Elle tombe sur le message. C'est un lourd secret. Elle connaît le monsieur, elle connaît sa femme. C'est sa pote. Ils se connaissent très bien. Elle tombe sur le message. Quelques jours après. Or, c'est justement ce message-là qui a emmené le monsieur à être. Il était tellement. C'est son pote, c'est devenu plus que son frère. Et le monsieur aujourd'hui, quand il a reçu le message, il est devenu bizarre. Sa vie même a commencé à. Il menait la même vie aussi avant. Donc il a commencé à s'inquiéter des gens. Il a commencé à devenir bizarre, à avoir des réflexions, tout ça. Mais la femme est tombée sur le message. Et le secret était trop lourd pour elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée voir sa camarade pour lui dire, ma chérie, ton mari il a sida. Ton mari il a sida. Comment tu as appris ça? Elle ne peut pas lui dire. À sa camarade, mais elle ne peut pas dire. Elle revient à la maison. Le secret est lourd, trop pesant pour elle. Elle voit son mari bizarre. Elle sait que son mari n'est pas bizarre pour de mauvaises raisons. Mais comment elle va faire pour lui dire? Parce que son mari n'aime pas quand on fouille dans son téléphone.
Elle est restée là, tourner. Elle est revenue. Ah, bébé, tu es bizarre. Ou bien, il y a quoi? Tu as reçu une nouvelle. De fil en aiguille. La leçon de cette histoire, c'est quoi? Laissez-le terminer, madame. C'est une leçon de confiance. Donc, après, non, ce n'est pas une histoire de confiance. Si. Non, pour moi, une relation, il y a des bases. Pour moi, il y a un minimum de confiance qu'on doit avoir avant de se mettre ensemble. Et je ne suis pas en train de parler de relations go-gare, non. Où on vit je parle d'une relation dûment établie, où on est marié. Si vous parvenez, ne serait-ce que vous projetez, sans être marié même, si vous êtes dans du concubinage, que vous avez passé un certain nombre d'années ensemble, tout ça, je pense qu'il y a une certaine base. Et si ce minimum n'est pas là, je pense que ça ne sert à rien de rester ensemble. Parce que typiquement, vous voyez qu'on n'est pas forcément dans des cas, on n'est pas seulement dans des cas où on vous trompe. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous partager pour vous protéger vous-même. Je l'ai dit tout à l'heure que dans une relation de mariage, il faut un minimum. Oui. La première concernée de cette histoire-là, c'est la personne avec qui tu partages ta vie. Parce que si le monsieur a le VIH-Sida, la première personne qui est susceptible d'avoir cette même maladie-là, c'est sa femme. C'est sa femme. Et lui, s'il n'a pas confiance en sa femme, qu'il a plus confiance en son ami, c'est qu'il y a un problème dans le couple. Ça, c'est un autre débat. Oui, il y a un problème dans le couple. Mais c'est fondamental, en fait. Je ne sais pas ce qu'il a, je ne sais pas sa relation. Mais c'est ça qui amène, c'est tout ça qui amène les fouilles de téléphone, justement. Il y a un doute qu'on installe quelque part. Il y a un doute, il y a un comportement qui fait que l'autre est amené à douter de ce que tu fais au quotidien. Lui, déjà, il a un passé douteux. Maintenant, il se retrouve à avoir une maladie. Au lieu de couvrir cette femme qu'il a pris pour partager sa vie, il préfère faire confiance à son ami. Tu as vu les conséquences, par exemple? Qu'est-ce que vous en savez? Excusez-moi. Tu as vu les conséquences, par exemple? Si sa femme n'avait pas le truc avant, ou s'il lui a pas fait comprendre tout ça, bon, ça, je ne l'ai pas expliqué. Ben voilà. Monsieur Koussounou, tout de suite, avant votre histoire, il y a Justine qui disait justement que elle, avant de fouiller dans le téléphone de son mari, il faut que ce dernier soit constamment sur son téléphone. Actuellement, on a un cas, le Covid-19, où chacun se retrouve dans le télétravail. Vous savez très bien que ce n'est pas facile. Et si votre mari est dans ce cas, qu'il finit, qu'il est fatigué, il ne vous fait pas le bisou comme d'habitude et qu'il s'endort, vous allez vous plaindre pour ça? Il y a une précision parce qu'on a fait 2 mois dans le télétravail. Il y a une précision qui a été de taille, si vous m'avez bien écouté. Je dis, s'il prend l'habitude d'être dans son téléphone et que je demande sans réponse, que je n'ai pas d'explication à ce qu'il fait. Donc, si à ce moment, à chaque fois qu'il travaille, vous allez le croire, c'est ça? Je vais croire, si c'est le travail, que je vois que concrètement c'est le travail. Là, je vais croire, je n'ai pas de raison de douter. Mais maintenant que je demande, je ne fais rien, tu fais quoi tout le temps dans son téléphone? Rien de grave, mais tout le temps, la personne est calée là-bas. Mais à un moment, il faut qu'on se prenne au sérieux, quoi. Je le disais, on ne s'élève pas du jour au lendemain pour fouiller dans les téléphones de son partenaire. C'est sûr que ce n'est pas quelque chose à faire parce qu'on peut y trouver des choses qui peuvent détruire toute une vie ensemble. Mais comme je le dis, et en même temps, je suis désolée, quand tu es avec quelqu'un qui passe plus de temps sur son téléphone qui est avec toi, forcément, il y a le doute qui s'installe. Je pense qu'on ne fouille pas. Souvent, je pense qu'inconsciencieusement, parfois, les femmes ou bien les hommes fouillent dans les téléphones. Souvent, c'est plus par curiosité. On se dit même pas que non, on risque de trouver des choses qui peuvent casser notre clou. Voilà, en fait, on le fait en se disant, bon, j'espère n'ai rien trouvé. Mais malheureusement, parfois, on trouve des choses qui ne nous plaisent pas. Mais comme j'aime bien le dire, quand on commence quelque chose, il faut pouvoir assumer. Parce que quand on décide de fouiller dans le téléphone de son partenaire, il faut qu'on trouve des choses qui ne nous conviennent pas. Soit on en parle avec la personne directe, soit on la ferme. D'accord, ok. Alors, vous n'êtes pas d'accord qu'on fouille dans le téléphone de son partenaire, mais est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on ait au moins le mot de passe de tout un chacun? Même si je ne vais pas fouiller, au moins je connais ton mot de passe. À quoi ça sert? Oui, il y a des couples qui optent pour ça, pour la paix même Vous êtes d'accord, oui. vous? Moi, je suis d'accord. Moi, je n'ai pas de code dans mon téléphone. J'estime que je n'ai rien à cacher, en fait. J'ai rien à cacher à mon partenaire. S'il veut regarder mon téléphone, libre à lui.
Je suppose que si je veux regarder dans son téléphone, libre à moi, mais donc du coup, il n'y a pas de code. Parce que le téléphone, c'est quoi? C'est quand même un élément sensible. Il peut arriver un moment où moi-même, je ne suis pas capable de manipuler ce téléphone. La personne qui est à côté de moi soit capable de rentrer dans mon téléphone. Parce que c'est devenu tellement privé. On a beaucoup de choses dans nos téléphones de nos jours. On a notre vie privée, on a des documents. Tout passe par le téléphone. Si aujourd'hui, brusquement, il m'arrive quelque chose, que moi j'ai codé mon téléphone comme un coffre-fort, qui accède pour y chercher la chose dont j'ai besoin en fait. Donc je me dis qu'avec mon partenaire de vie, je suis pas très d'accord avec toi. Avec mon partenaire de vie, je ne mets pas de code. Elle vient de tout dire déjà, parce que le téléphone, c'est devenu un accessoire très privé. Donc tu peux mettre des documents de bureau, des trucs assez importants. Donc, on le code pour que... Comme le secret de son ami, par exemple. Oui, ce n'est pas forcément parce qu'on n'a pas confiance en notre partenaire. Oui. On peut voler ton téléphone. Moi, personnellement, ça m'est arrivé, on m'a volé mon téléphone. Mais heureusement, je ne vais pas le mentir, heureusement, j'avais un code. Si je n'avais pas de code, je pense que j'allais avoir des photos sur les réseaux. Des réseaux qui allaient vraiment faire le buzz. Ça veut dire que quand on met un code dans le téléphone, ce n'est pas forcément qu'on n'a pas confiance en son partenaire ou bien non, Anna, je pense que là où tu ne m'as pas comprise, c'est que le code, ça ne veut pas dire qu'il y a 0 code dans mon téléphone. Oui. Mais il y a un code que mon partenaire connaît. Oui. Voilà. D'accord, oui. Il y a un code que mon partenaire connaît. Parce que, non seulement à cause des enfants seulement, le téléphone ne doit pas être... On est super connecté tout le temps. Les enfants peuvent avoir accès à des choses dont on n'a pas envie qu'ils voient. Donc, d'où le code est nécessaire. Et on n'a pas envie que tout le monde rentre dans notre téléphone. Mais avec mon partenaire, j'estime que je n'ai pas de code, en fait. Moi, je n'ai pas de code, personnellement. Vous êtes d'accord avec les dames? Oui, moi, je pense que si la confiance est établie, si on part sur des bases saines, en tout cas de confiance, on n'a aucune raison, n'est-ce pas, d'avoir un code que l'autre ignore. Voilà, il faut avoir le code. De toute façon, c'est ce qui est conseillé. Parce que le téléphone peut se perdre, entre autres. Mais il faut partager, il faut pouvoir le partager. À défaut, ne pas communiquer son code à son partenaire. Si vous partez sur cette base, parce qu'il y en a, il y a des couples qui vont sur cette base et se disent, on n'a pas de secret. On n'a pas de secret. Ce qui est pour moi absurde. Parce que je pense que on ne peut pas vivre à deux sans que chacun ait son petit jardin secret. Attention, je ne dis pas jardin secret où il faut aller cultiver les fruits de la trahison, bien de la fidélité. Voilà. Mais, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, on a besoin souvent d'être un peu seul avec soi-même, d'être un peu seul avec des personnes, souvent avec lesquelles on est même plus proche, en tout cas au départ, que nos conjoints, donc des personnes qui ont partagé beaucoup d'éléments de nos vies et tout, qui en savent beaucoup sur nous. Avoir une vie privée, c'est différent d'avoir une vie secrète. Est-ce qu'on se comprend? C'est pas parce Allez, expliquez-moi, je comprends. C'est pas parce que ton partenaire a ton code que ce partenaire est amené à tout le temps aller fouiller dans ton téléphone. Et ça, c'est autre chose en fait. Vous savez quand on prie là? Moi, je suis chrétien catholique. Même quand on prie, on dit épargnez-nous. C'est ça, la tentation. On prie Dieu qui nous épargne la tentation. C'est-à-dire que vous justifiez que la tentation soit là à portée des mains. Tu parles de tentation dans la vie privée. C'est là-bas aussi tu es tenté d'aller faire des choses que l'autre ne saura pas.